Dans cette partie, je vais vous parler de 10 films en fonction de 10 genres différents. En gros, je vais parler de 10 films que j'ai bien aimés, que je vous conseille, en fonction de... Enfin, je vais vous parler d'un drame, d'un film d'horreur, d'un film de science-fiction, d'une comédie, etc. Et tous les films qui seront dans cette section seront différents de ceux qui seront dans la prochaine, les 10 meilleurs films. D'accord? Il se peut que j'ai surkiffé un film d'horreur au point de le mettre dans mon top 10 des meilleurs films. Dans cette section-là, je parlerai donc d'un autre film d'horreur, que j'aurais aimé, mais un peu moins quand même. Voilà. C'est parti, 10 films, 10 genres différents. Et on commence avec un film d'action, et je vais vous parler de Selfless. Selfless, ou Renaissance en français, est un film réalisé par Tarsem Singh, si je prononce bien son nom. Il est sorti le 29 juillet au cinéma et on y retrouve Ryan Reynolds, que tout le monde connaît maintenant, je pense, Matthew Good, qui avait joué Ozymandias dans le Watchmen de Snyder, et Nathalie Martinez en rôle principal féminin, je sais même pas si elle a joué dans un autre film avant ça. L'histoire se passe de nos jours, avec un vieux milliardaire nommé Damien, et joué par Ben Kingsley. Il est sur le point de mourir et il choisit de se faire transférer sa conscience dans un corps vide développé juste pour ça. Au début tout se passe bien, Damien profite de son nouveau corps, de sa nouvelle vie, mais très vite il va se rendre compte que le corps dont il a pris possession, a un passé. Alors je vais commencer par quelque chose d'important. J'adore Ryan Reynolds. Je sais que pas mal de monde le déteste, surtout depuis qu'il a joué dans The Green Lantern, que j'ai jamais vu au passage, mais sérieux, c'est un acteur vraiment génial et je le pense sincèrement. Rien que cette année, il a joué dans The Woman in Gold, The Voices, et tous les deux sont d'excellents films. Il y a quelque chose chez Reynolds qui me touche. Il a vraiment l'air authentique et sincère dans son jeu. Il n'hésite pas à faire preuve d'autodérision dans certains de ses rôles. Et bordel, il joue jamais le même genre de personnage. D'ailleurs, j'attends à mort Deadpool pour ça. Il arrive à se mettre dans la peau de tout un panel de gens. Bref, sérieux, pour moi ce mec est un excellent acteur, et dès que je le vois à l'affiche d'un film, je le prends maintenant vraiment comme un gage de qualité. Et avec ce film, ça n'a pas loupé. Alors je vais commencer par lui, vu que je suis sur le sujet. Faut pas oublier que Reynolds interprète dans ce film un personnage très âgé mentalement, qui avait le cancer et qui était censé mourir. Et c'est vachement intéressant de le voir se redécouvrir, de le voir se réadapter. Je trouve vraiment, encore une fois, le jeu de Ryan excellent. Le film, je l'ai vraiment bien aimé. Je suis pas du tout film d'action à la base, c'est un genre que j'ai très vite tendance à trouver con. Et quand je dis con, je parle pas de la manière dont c'est réalisé, hein. Je parle du scénario, des incohérences, des invraisemblances, des trucs qui arrivent que quand ça arrive, on en est à se demander comment c'est possible. J'aime pas ça. Ça me sort du film. Bref, de base, du coup, je suis pas du tout film d'action. Mais celui-là, au final, m'a beaucoup plu. Il n'est pas non plus super poussé, hein, c'est pas un film d'auteur non plus. Mais j'ai pu voir un film d'action sur fond de science-fiction, avec un scénar un minimum plus complexe que le genre de truc auquel j'étais habitué. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Alors, bien sûr, c'est pas non plus super compliqué, comme je disais, et le seul twist du film, on le voit dans la bande-annonce. Mais ça m'a pas empêché d'être surpris, dans le bon sens du terme. La réalisation est vraiment irréprochable, il y a tout un tas de séquences posées où on voit Damien profiter de sa nouvelle vie, essayer de se réadapter, et elles servent, dans l'absolu, elles servent pas à grand chose. Je veux dire par là qu'elles pourraient être carrément moins longues, que ça n'impacterait pas le développement de l'histoire. Mais il y a vraiment une volonté de poser un rythme. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent, on est très loin du film monté comme une bande-annonce, style Michael Bay. Il y a de vrais bons choix de réalisation derrière tout ça, et c'est ce que j'ai kiffé en fait. C'est un film très bien dosé, jamais il en fait trop, les scènes d'action sont vachement bien filmées, le côté SF se barre jamais dans des trucs what the fuck, comme c'est généralement le cas avec ce genre de pitch, et il y a tout un côté dramatique qui ajoute une énorme profondeur à l'histoire. À la fin du film, je me suis dit, chouette, j'ai vu un film d'action avec une vraie histoire intéressante derrière, j'ai pas perdu mon temps. Bref, oui, vraiment, c'est définitif, je conseille à mort Selfless. Je conseille à mort les films dans lesquels joue Ryan Reynolds, de toute façon, j'aurai l'occasion de le répéter dans ces vidéos. Mais cet acteur est vraiment génial! En film historique, je conseille El Abrazo de la Serpiente. Ça, c'est un film qui a failli ne pas se retrouver dans ces vidéos. Sérieusement, je suis allé le voir le 1er janvier, et là, alors que je suis en train d'enregistrer, on est le 5 janvier. Voilà, El Abrazo de la Serpiente, sorti en France sous le titre L'étreinte du serpent, a été réalisé par un certain Ciro Guerra et sorti dans nos salles françaises le 23 décembre. C'est un film colombien, vénézuélien et argentin, et ça nous raconte l'histoire presque vraie de deux explorateurs du début du siècle dernier.
On a d'une part Theodor Koch-Grünberg et Richard Evans Schultz. Je ne sais pas prononcer les syllabes allemandes. Bref. Donc quand je dis presque vrai, c'est parce que le scénario est basé sur les journaux des deux scientifiques. Mais après, est-ce que c'est la vérité vraie ou est-ce que c'est principalement de la fiction? Je ne sais pas du tout. Bref, le film se découpe en deux histoires, celle des deux mecs qui se déroule à 30 ans d'intervalle. Donc d'un côté on a début 1900, c'est Théodore qui se rend en pleine Amazonie, il est extrêmement malade et il rencontre Karamakate, un indigène solitaire qui va tenter de l'aider en partant à la recherche d'une fleur sacrée qui serait le seul remède pour lui pour guérir. Plus tard, en 1940, c'est au tour d'Evan de partir sur les traces de Théodore. Lui, il veut retrouver cette fleur pour l'étudier. Il va retrouver Karamakate afin qu'il le guide. Et voilà, l'histoire est pas très complexe au final, même si c'est un peu dur d'en faire le pitch rapidement. Les deux époques se côtoient, s'entrecroisent, mélangent en quelque sorte flashback et flash-forward, ce qui permet de mettre en scène la progression des deux histoires en parallèle. Le film est en noir et blanc, et bordel, la photo est tellement magnifique. La lumière, les compositions, tout ça est maîtrisé à 300%. Et le pire, c'est que je pense que la majorité des plans ont été faits à la lumière naturelle. À part tout ce qui se passe de nuit, bien sûr. Il est difficile d'être un dieu aussi sorti cette année, tout en noir et blanc, avec une photo de grand malade. Et putain, le noir et blanc, c'est génial! Le scénar m'a fait totalement penser à Apocalypse Now. Et c'est de plus en plus évident pour moi maintenant. Tout le film s'axe autour du voyage dans les deux époques. Dans le film de Coppola, les héros descendent un fleuve et voient les ravages que peut causer la guerre sur le mental des gens. Et bah ici, c'est carrément la même chose. Entre le voyage, le fleuve, les arrêts qui rythment le film et les rencontres vachement bizarres que font les personnages. Sauf qu'ici, c'est pas avec des GI américains, mais avec des indigènes qui voient leur culture et leur population réduite à néant par la colonisation. On parle surtout des Colombiens, enfin c'est eux qui reviennent le plus. On parle de l'esclavage des indigènes pour la culture du caoutchouc. Bref, c'est un vrai petit cours d'histoire aussi du point de vue des indigènes. Et rien que pour ça, je trouve que c'est vachement important de voir le film. C'est quelque chose qu'on apprend nulle part, nous en tout cas européens. Et d'ailleurs c'est l'intention de réalisation principale, le but c'est pas forcément de raconter l'histoire des explorateurs, mais de montrer à l'écran le savoir, toute la culture des indigènes qui s'est presque faite anéantir par les Européens. Et c'est toute la problématique qui tourne autour de Karamakate quand il est vieux. Il a perdu la mémoire et il se souvient plus des rites de son peuple. Et il s'en veut à mort parce qu'il pense que c'est à cause de lui que sa culture elle finit par être oubliée. Du coup voilà, si vous voulez voir un excellent film sur les peuples amérindiens d'Amérique latine, jetez-vous dessus parce que ce film c'est de la bombe, sérieux. En plus j'y suis allé en pensant que ça allait être chiant. Et pas du tout en fait, c'est captivant du début à la fin. Regardez-le, il est vraiment vraiment bien. Dans les documentaires, je conseille Howard Zinn, une histoire populaire américaine. On parle trop peu de documentaires dans les critiques ciné, et pourtant c'est du cinéma aussi. Une histoire populaire américaine est un documentaire indépendant réalisé par Olivier Azam et Daniel Mermet, dans le cadre de la coopérative des Mutins de Pangée. C'est une boîte de prod qui fait des films en se basant sur d'autres moyens de production, comme le crowdfunding par exemple, bref, des trucs comme ça. Et de toute façon, c'est pas le sujet. Donc dans le film, on s'intéresse à l'écrit d'Howard Zinn, un bouquin intitulé Une histoire populaire des États-Unis, et on en profite pour faire un grand cours d'histoire du pays, comment il s'est développé jusqu'à aujourd'hui, sans essayer d'en cacher les moments gênants. Et c'est justement le principe du bouquin de Zinn, montrer que les États-Unis c'est pas non plus un pays modèle dans le monde. Le pays a une grande histoire, il faut la connaître en essayant de rester objectif. C'est un film que j'ai adoré et qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est un film qui te montre à quel point on vit dans un monde de merde, dans des sociétés de merde. Et ce même, si on s'intéresse qu'à l'histoire des États-Unis, il y a quand même plein de choses qui font écho dans notre histoire à nous, Français. On vit dans un monde où on croit dur comme fer que nos sociétés occidentales sont les meilleures du monde, sont irréprochables. On nous inculque depuis toujours, depuis qu'on a l'âge de lire, que d'ailleurs les dictatures, les pays en développement, c'est la merde chez eux, et que nous, on est les plus gentils du monde, et on est les plus développés, enfin bref. Sauf que non, et ce film, ça m'a fait un peu l'effet d'une grosse tarte dans la gueule. Il m'a pris par les épaules et il m'a dit « Non gros, regarde ce qui s'est passé en Amérique mec, c'était il y a même pas 50 ans, regarde tous ces gens qui se battaient pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits. » Et le pire, c'est qu'on vit toujours dans le même monde, avec toujours des gens qui crèvent la dalle, toujours des gens qui abusent de leur pouvoir, et ça nous révolte plus vraiment. Au final, le doc m'a tout simplement happé, totalement. Je l'ai regardé complètement par hasard, je savais pas quoi mettre comme film, mais je l'avais téléchargé sans même savoir ce que c'était. Et ça a été une grosse claque au final.
Pas forcément dans sa réalisation, ça reste un documentaire tout à fait conventionnel, mais dans son propos. Bref, fallait absolument que j'en parle, fallait absolument que je vous le partage, parce que s'il y a bien un genre cinématographique qu'on a tous tendance à oublier, c'est le documentaire. Et pourtant, on y trouve souvent des tonnes de films excellents, et c'est du cinéma. Et pour le coup, celui-ci a été un vrai petit coup de cœur cette année. Ça m'a un peu fait office de piqûre de rappel, un petit électrochoc, et je pense que ce film est extrêmement important. C'est important pour pas oublier que tout ce qu'on voit tous les jours aux infos, c'est pas normal. C'est important pour pas oublier qu'il faut se révolter. Je parle pas forcément de descendre dans la rue pour tout casser, mais d'arrêter de se plaindre et de prendre notre vie en main, de prendre des initiatives, de se réintéresser à la politique, de réfléchir à des moyens de faire bouger les choses qu'on veut voir bouger. Parce que c'est clairement pas le système qui va bouger tout seul. Et on se vante de vivre dans des pays irréprochables au niveau des droits de l'homme, de la liberté d'expression, et le fait est que non, et j'ai l'impression qu'on l'oublie. On est noyé et totalement habitué par toutes ces images violentes qu'on voit chaque jour, qu'on fait plus rien, et c'est très mal. Bref, regardez ce documentaire, Howard Dean, une histoire populaire américaine, il dure pas très longtemps en plus, et franchement, il est vachement bien. Dans les romances, je conseille Irrational Man, le Woody Allen de l'année. Je sais pas si j'ai besoin d'en dire autre chose en fait. Une fois qu'on a vu 2 ou 3 Woody Allen, on capte facilement sa patte, ses thèmes, le genre de film qu'il aime faire. Mais en général, il s'éloigne pas énormément de sa zone de confort. Irrational Man, ou L'homme irrationnel en français, est sorti le 14 octobre au cinéma, avec Joaquin Phoenix et Emma Stone dans les rôles principaux. Et le film raconte l'histoire d'un prof de philosophie ayant totalement perdu goût à la vie. Il n'est pas à proprement parler dépressif, c'est juste qu'il est complètement blasé, il est désintéressé de tout, il n'y a plus aucun moteur, il est totalement antisocial et antipathique, et il se fout de tout et de tout le monde. Un jour, il remarque le personnage d'Emma Stone, l'une de ses élèves, dans un de ses cours, et tous les deux commencent à discuter et à presque tomber amoureux. Bon, ok, j'ai un peu triché, parce que c'est vrai que le thème de ce film, c'est pas principalement la romance qu'il peut y avoir entre ces deux personnages. D'ailleurs, si je me souviens bien, le personnage de Joaquin Phoenix ne tombe jamais vraiment amoureux de son élève, c'est plutôt elle qui justement est totalement obsédée par lui. Donc, ce film, c'est plus une comédie dramatique. Un beau jour, ce prof, pour qui la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, va tout à coup retrouver de la joie et de la bonne humeur en planifiant le meurtre de quelqu'un. Et c'est là que le film trouve son titre, il est totalement irrationnel, il n'est pas fou, hein, mais tout au long du film, il arrive à justifier sa volonté de meurtre sans jamais se remettre en question. Et là où je trouve que Woody Allen s'est vachement bien débrouillé, c'est qu'on suit ce mec là pendant plus d'1h30, et jamais on se dit qu'il est fou. On rigole, en tout cas moi j'ai beaucoup rigolé, parce qu'on n'arrête pas de se dire que le raisonnement de ce mec est un peu what the fuck. Mais on est de son côté au final, on stresse avec lui, on rit avec lui, on est triste avec lui. Et c'est vraiment une chose que j'adore dans l'écriture de Woody Allen, il arrive vraiment à... il arrive à nous faire aimer des personnages détestables. Très souvent, ces personnages sont de gros connards, antipathiques, insupportables, mais Allen arrive à chaque fois à faire en sorte qu'on remarque pas vraiment ça. Ces personnages principaux n'arrêtent pas de parler dans ses films, toujours à déblatérer leur avis sur tout et n'importe quoi, et je pense que ça participe à mort au fait que... on les aimerait presque. En tout cas, on les soutient. Je sais pas. Moi, je les aime, ces personnages. Tous les personnages de Woody Allen, je les aime. Alors après, je suis extrêmement biaisé sur la question. J'ai toujours adoré Woody Allen. Il a beau faire un film par an et faire à peu près toujours la même chose, ou en tout cas jamais vraiment sortir de sa zone de confort, comme je l'ai dit, je m'en lasserai jamais vraiment. J'accueillerai toujours à bras ouverts ces nouveaux films, parce qu'à chaque fois, c'est un très bon moment de détente. C'est drôle, c'est frais, c'est pas chiant une seconde. Bref, voilà. Pour ce film, c'est la même chose. J'adore Woody Allen. De leur côté, les deux acteurs sont géniaux. De toute façon, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Enfin, sauf pour Joaquin Phoenix, qui peut faire de la merde. D'ailleurs, une chose qui m'a beaucoup impressionné avec Phoenix, c'est le poids qu'il a dû prendre pour ce film. On a l'habitude de le voir un petit peu musclé quand même, hein. Enfin, j'ai pas vu énormément de films où il était maigre ou gros. Le prof de philo, c'est vraiment l'archétype du mec qui fait plus rien, qui bouge pas, qui fait pas de sport, qui sort pas le soir. Et ça fait vraiment bizarre du coup de voir Joaquin Phoenix avec un bide à bière. Bref, Irrational Man, je le conseille à mort, c'est un très bon Woody Allen, et un Woody Allen, ça se refuse pas de toute manière. Dans mes films d'animation, je conseille Shaun the Sheep Movie. Pour être honnête, j'allais mettre Le Petit Prince à cette place. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur avec ce film.
Mais après, j'ai repensé à Shaun the Sheep, au merveilleux moment que j'ai passé devant, et en fait, voilà. Alors autant je voulais parler du Petit Prince pour le côté très adulte du film, autant là, c'est l'enfant qui s'est réveillé quand j'ai vu Shaun the Sheep. Il est sorti le 1er avril au cinéma, il a été réalisé par Mark Burton et Richard Starzak. Il a été produit par le studio qui nous a offert Voilà c'est Gromit, Chicken Run, Pirates, bon à rien, mauvais en tout. Enfin bref, que des bons films, sérieux. Et celui-ci, il échappe pas à la règle. L'une des choses qui m'ont le plus impressionné, c'est que le film est muet. Personne ne parle, et à part ce qui peut être écrit directement à l'image, on comprend jamais rien, nous spectateurs. Et même les personnages humains n'ont pas vraiment de langage à proprement parler. Ils baragouinent tous, et nous spectateurs, on sait jamais ce qui est dit. Et pourtant, tout, absolument tout, est compréhensible. Jamais on est là à se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que pensent nos personnages et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est assez dur de nos jours à faire, pour le souligner. Produire un film muet, vraiment muet et destiné aux enfants. Et arriver à ce que ça marche. L'histoire raconte donc celle de Shaun le mouton, qui part en ville retrouver son maître, le fermier, après qu'il ait disparu. Et il sera suivi par tous ses copains moutons et s'en suivront beaucoup de péripéties, parce que bon, des moutons en ville, c'est pas censé être normal, quoi. L'animation est magnifique. Tout est entièrement, totalement fait en stop motion, façon old school. On pourrait presque voir les empreintes digitales sur les modèles faits en pâte à modeler. Par exemple, souvent, l'eau est représentée à l'écran avec différentes feuilles de plastique bleu, comme dans La Science des rêves de Gondry, si vous l'avez vu. et c'est plein de petites idées qui font qu'on se dit « Ah ouais, c'est du vrai ce que j'ai sous les yeux ». Il y a un côté palpable et surtout totalement authentique dans l'animation de ce film. Et j'imagine même pas le temps que ça a dû coûter une telle production. Enfin, en termes de temps, ça paraît enfantin, alors qu'en fait, il y a dû y avoir une dépense folle d'énergie dedans. Et résultat, c'est un film qui donne le sourire. Tout est super mignon, l'humour fait mouche, c'est pas con. Bien sûr, c'est clair et net que c'est un film destiné aux enfants, mais il est malgré tout rempli à ras-bord de petits détails et références à des trucs que seuls les plus grands pourront connaître. Je pense notamment à une scène dans la fourrière, j'y pense parce que je viens de voir la bande-annonce là à l'instant, et ce moment est dedans. On y voit Shaun passer devant chaque cage, dans la fourrière, et il croise un moment un chat qui imite Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux, quand il fait « J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti ». Et là, pareil, c'est ce que fait le chat, enfin bref. Et voilà, c'est plein de petites références comme ça qui rendent ce film vraiment accessible à tous. Et même moi, du haut de mes 23 ans, j'ai été embarqué du début à la fin. Alors je l'ai vu qu'une fois, au début de l'année, du coup je me souviens plus trop du film en détail, mais clairement ça a été un gros coup de cœur et je le conseillerais à n'importe qui. Donc voilà, je vous le conseille, regardez Shaun the Sheep Movie. Shaun le mouton en français. Dans mes films fantastiques, je conseille Il ragazzo invisibile, je parle pas italien. Le garçon invisible en français. C'est un film italien réalisé par Gabriele Salvatore, sorti le 15 juillet au cinéma. Et le film raconte l'histoire toute simple d'un enfant qui découvre un pouvoir surnaturel, celui de devenir invisible. Et il se rendra très vite compte qu'il est recherché par certaines personnes et que des enfants de son âge se font enlever les uns après les autres. Et là, j'ai envie de dire oui, putain, oui, oui, j'ai failli le mettre dans mon top des meilleurs films. Et je deviens de plus en plus jaloux du cinéma étranger. Je suis de plus en plus frustré par la logique de production française. Alors je vais dégraisser un petit peu. Mais la logique de production française qui veut qu'on ne produise jamais de films fantastiques, de science-fiction, ou même de cinéma d'horreur. Enfin, les films de genre. Ça fait partie des conséquences de l'exception culturelle française. Et c'est débile. L'exception culturelle, elle est bourrée de défauts et elle est critiquée par plein de monde. Mais au final, elle est cool. Dans l'absolu, c'est grâce à elle que la culture est aussi mise en avant dans notre pays. C'est grâce à elle qu'on arrive à produire 300 films par an. Mais faut arrêter un peu, quoi. À quoi ça sert de produire 300 films par an, pas rentables, que personne n'ira voir? En plus, c'est pas comme si le public ne montrait pas ses envies. C'est pas pour rien que le cinéma français s'est imposé aussi... que le cinéma américain, pardon, s'est imposé aussi facilement en France. Non, on veut voir de l'action, du merveilleux, de la SF. Ça veut pas dire qu'on veut voir des films cons, ça veut juste dire qu'on veut rêver et se divertir au cinéma. On dit pas qu'il faut tordre le cou aux films d'auteur, il y en a plein de très bons. Mais il faut se calmer un peu et se diversifier. Le seul autre type de cinéma français produit, c'est de la comédie de merde. On veut d'autres trucs, bordel! Le problème, c'est que la prise de risque, la production de films d'horreur, enfin, je dis d'horreur, mais du cinéma de genre en général, faut pas
compter sur les chaînes de télé pour ça. Elles, ce qu'elles veulent, c'est faire de l'audience en prime time le samedi soir avec Bienvenue chez les Ch'tis. Elles vont pas filer des thunes au prochain Massacre à la tronçonneuse, c'est pour qu'il soit interdit aux moins de 16 ans et qu'elles puissent pas le caser dans une horaire rentable sur sa chaîne. C'est pour ça que j'ai autant d'espoir dans le cinéma d'internet. Et finalement, quand on voit ce qu'un pays juste à côté de chez soi peut faire sans les moyens hollywoodiens, il y a vraiment de quoi être énervé. Bref, tout ça pour dire que ce film, c'est le genre de film qui manque à notre paysage français. Enfin, le cinéma de genre, c'est rythmé, c'est frais, c'est bien. Alors bon, c'est pas original du tout au niveau du scénario. C'est même carrément le scénar basique des 36 Marvel qui sortent chaque année. Sauf que le personnage principal, c'est un gamin, c'est pas un adulte. Le personnage est mal dans sa peau, il stagne, il se découvre des pouvoirs, il en profite bien au début, c'est cool. Et puis il y a des méchants qui arrivent, il faut les combattre les méchants, et bien évidemment il va battre les méchants. Voilà, c'est vraiment pas le scénario du siècle. On est d'accord sur ça. Mais ça fait tellement plaisir de voir que ce type de production n'est pas un monopole ni d'Hollywood ni des Américains en général. Les effets spéciaux n'ont absolument rien à envier à ces derniers, et c'est quelque part normal, puisque jamais le film cherche à en faire trop. C'est justement quelque chose qui me fait le préférer à de nombreux autres films hollywoodiens. On est dans un univers réaliste, et le film tord complètement le cou à la logique de surenchère de ce genre de film, et ça n'empêche pas de marcher. On a une réalisation très sobre, avec peu de véritables moments d'action. On s'intéresse beaucoup plus à la psychologie du personnage et à son background, parce que le background est important dans l'histoire. Et tout ça en fait un film authentique et sincère. C'est le mot qui pop comme ça dans ma tête, mais c'est le cas. C'est vraiment la production de mecs qui voulaient faire leur film hollywoodien, sans en faire trop, ni trop se barrer dans des histoires complexes, ou chiantes, qu'on peut s'imaginer dès qu'on pense au cinéma pas hollywoodien, et ce avec les moyens que peuvent fournir des productions plus modestes des films européens. Et ça fait vraiment du bien, jamais on a l'impression d'être pris pour un con. C'est un film fait avec beaucoup d'amour et qui s'avère vraiment divertissant. Il est passé totalement inaperçu à sa sortie. En tout cas, chez moi, il est sorti que dans une seule salle RSC en plus. Alors, tu m'étonnes que ça aide pas. Même moi qui voulais aller le voir au Cinoche, au final, j'ai même pas pu et je l'ai vu que bien plus tard en vidéo. Alors voilà, franchement, si vous n'aviez qu'un seul film fantastique à voir cette année, courez mater celui-ci, je le conseille à mort. Dans les films d'horreur, je conseille Ich sehe. Je parle pas allemand non plus. Si vous êtes comme moi, le titre original ne devrait rien vous dire. Il est sorti chez nous le 13 mai sous le titre Good Night Mommy. Il a été réalisé par Séverine Fiala et Veronika Franz, et c'est un film autrichien. Je savais pas trop quoi choisir dans la section film d'horreur. Ça, pour le coup, je dirais que ça a été ma plus grosse frustration de cette année. Le cinéma d'horreur. C'est l'un de mes genres favoris, si ce n'est mon genre favori, et entre les merdes à popcorn PG-13 qui inondent les salles tous les mois, et les films un peu mieux, mais totalement inconnus, et qui passent que dans les festivals, ou qui sortent direct en vidéo, bah je me sens un peu seul, moi. Enfin bon, j'ai vu des bons films cette année, hein, et puis même de très bons films. C'est pas la question. Ça me rend juste triste le ratio merde, bon truc dans le monde qui est le cinéma d'horreur. Ce film m'a vraiment fait froid dans le dos. Il joue constamment sur le non-dit, l'ambiance assez malsaine d'une famille où tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe autour de toi. On s'intéresse à l'histoire de Lucas et Elias, deux jumeaux qui retrouvent leur mère après une grosse opération de chirurgie au visage. Et résultat, sa tête est complètement bandée, et il n'y a pas moyen de voir qui se cache vraiment là-dessous. Et le problème, c'est que les enfants trouvent qu'elle se comporte différemment depuis qu'elle est revenue. C'est pas difficile à comprendre, elle est froide, elle parle presque pas, elle s'énerve facilement, et parfois elle est violente. Enfin, bref, elle se comporte assez étrangement avec ces deux gamins pour une mère. Et c'est avec ça justement que le film arrive à faire peur. La peur presque universelle et éternelle de l'enfant qui se dit « Où est ma mère ?» Comme je l'ai dit, elle parle quasiment jamais. Elle qui devrait être là pour rassurer ses enfants, et le spectateur, par la même occasion, elle qui normalement occupe le rôle de refuge, de cocon protecteur, c'est elle justement qui est source de stress et de peur. Et ça marche. L'ambiance qui ressort est vraiment froide et tendue tout au long du truc. Et plus le temps passe, plus chaque partie, les enfants d'un côté et la mère de l'autre, agit bizarrement. Même si la mère est dès le début présentée comme le méchant du film, ou en tout cas la personne à qui il faut absolument pas faire confiance, très vite on se rend compte que même les enfants sont pas nets. Comptez pas sur moi pour spoiler, hein, j'irai pas plus loin, mais au final on sait plus vraiment qui on doit craindre. C'est toute la famille qui a l'air totalement barrée, et nous on se retrouve au milieu de tout ça, à observer, et ça fout les boules. Encore une fois, il s'agit là d'un film à ambiance, et la peur sur laquelle joue le film, c'est le malaise, et rien d'autre.
Ça fait que c'est un film assez lent, avec très peu de musique, si je dis pas de conneries, très peu de dialogue, enfin voilà. Mais ça n'en reste pas moins captivant. C'est un très très bon film horrifique. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Comme pour la plupart des films que j'aborde, je l'ai vu il y a un moment maintenant, et c'est une impression générale qui me reste. Mais si vous devez voir un film d'horreur qui sort vraiment des clous de toutes les merdes dont sont habitués les multiplex, bah go voir Ich sais, et je ne parle toujours pas allemand. Dans mes films de science-fiction, je conseille The Lobster. The Lobster, ah ce film est trop bien! C'est un film grec et anglais réalisé par Yorgos Lanthimos, le mec qui avait fait Canine, un autre film génial, et un peu dans le même genre maintenant que j'y pense. On a toute une tripotée de gros acteurs avec Colin Farrell en rôle principal, Rachel Weisz, celle qui interprète la maman dans La Momie. On a aussi Ben Whishaw, le nouveau Q dans les 007, et Léa Seydoux, qui a joué dans des films. 007 d'ailleurs aussi. Et bref, l'histoire se déroule dans une sorte d'univers parallèle, ou peut-être un futur proche, dystopique, enfin on sait pas trop. En gros, nos personnages évoluent dans une société où ils sont obligés d'être en couple, pardon, et genre en mode extrême. Non seulement ils doivent avoir un partenaire, mais ils sont obligés de constamment rester ensemble. Ceux qui sont pas en couple, comme notre personnage principal, sont envoyés dans des sortes d'hôtels où ils ont un mois pour trouver un nouveau partenaire. Et si jamais ils échouent, ils sont transformés en un animal de leur choix, d'où le titre The Lobster, qui veut dire le homard. C'est l'animal que choisit Colin Farrell. Voilà, le pitch est un peu complètement barré. Hein, on est dans un univers qui rappelle énormément Bienvenue à Gattaca dans Drone Nicole, avec une ambiance ni spécialement malsaine ou stressante, mais creepy. Je crois que c'est le mot. Vous voyez, c'est le genre d'univers dystopique dans le même genre que celui de THX 1138 de Lucas, où on nous dépeint une société qui a l'air de fonctionner, mais où personne n'est vraiment libre de ses mouvements, et ça en devient très vite étouffant au point de se demander comment c'est possible que des êtres humains normaux puissent accepter de vivre dans un tel monde. Alors on apprend très vite qu'il y a des rebelles qui n'acceptent pas la société telle qu'elle est, et qui se cachent dans les bois, mais même eux sont totalement extrêmes. Leur volonté est que personne ne se mette en couple, ni même se touche, et finalement ils posent exactement les mêmes problèmes que la société d'à côté. Mais en inversé. Nous, dans tout ça, on est au milieu et on hallucine juste. On a envie de gueuler aux gens de se réveiller et que c'est pas possible de vivre comme ça. Et on peut pas, on est obligé d'accepter, c'est l'univers du film. Niveau réalisation, tout est fait pour que le spectateur se sente mal dans sa peau. La photographie tire sur le vert, ça rend les couleurs à la fois très froides et en même temps très peu réalistes, avec un côté, je sais pas si on peut dire sale, mais c'est bizarre. Un peu à la manière de Jeunet quand lui filme avec une couleur dominante jaune. Là, c'est le vert. Et ça rend pareil, un truc très très bizarre, pas normal. Et la musique fonctionne aussi pour aller dans le même sens. Je crois que la BO est composée uniquement de violons qui jouent des trucs assez dissonants. Je sais même pas si on peut parler de musique en fait. J'ai pas fait gaffe s'il y avait des thèmes ou des motifs récurrents. Mais en tout cas, ça donne à voir des moments complètement loufoques. Même quand il s'agit d'un passage heureux où un personnage est vraiment amoureux, et pour le coup que ça pourrait être romantique, bah la musique reste toujours la même, très malaisante. Jamais on a vraiment un moment de répit, ce qui fait que, en tout cas moi, en sortant du film, en sortant du cinéma, je me suis senti comme libéré d'une sorte de cauchemar, d'un monde oppressant. Et putain que ce film est cool! Le film est rempli d'humour, et c'est un humour pareil, très malsain. En réalité, plein de passages où on rigole sont pas du tout rigolos dans l'absolu. Mais c'est la loufoquerie et le what the fuckisme de toutes ces scènes qui font que... Je sais pas, vous savez, c'est un peu le genre de rire stressé qu'on peut pas trop contrôler. Et au final, quand on y repense, on se dit bordel, j'aurais pas dû rire. Mais voilà, c'est la manière dont fonctionne le film, en tout cas dont il a fonctionné sur moi. Bref, The Lobster est un très très bon film de science-fiction, regardez-le. Dans les films comiques, je conseille Dope, comme la drogue. Ce film est réalisé par Rick Famuyiwa, et je sais pas si je le prononce bien, je dois le prononcer n'importe comment. C'est quelqu'un que je connais absolument pas, pareil avec des acteurs que je ne connais absolument pas. La seule personne que je connaisse en fait, c'est l'un des producteurs, Pharrell Williams. Oui, c'est possible, il a fait des films. Enfin, il a produit des films. Le film est sorti le 4 novembre et raconte l'histoire d'un groupe de potes, des ados du lycée, totalement geeks des années 90, des purs gens de la génération internet, qui bien évidemment sont les losers de leur lycée. Cela va de soi. Ils vivent à Los Angeles et donc vivent au quotidien avec les différents gangs
Et un beau jour, Malcolm, le personnage principal, se rend en boîte pour l'anniversaire d'un gangsta et finit par servir de mule, se trimballant une quantité assez conséquente de cocaïne jusque chez lui, après une descente de flics. Et tout le film s'intéresse à ça, comment Malcolm et ses potes vont se débarrasser de la dope avant de se faire choper. Alors, c'est une comédie, et absolument rien n'est fait pour dire que les gangs, la drogue, les armes à feu, c'est le mal. C'est pas du tout le propos du film. Comme j'ai dit, notre personnage est un gamin et un loser. Et tout va s'axer autour de son passage vers l'âge adulte en quelque sorte. Il va apprendre à avoir confiance en lui, il va apprendre à dire non, à s'occuper d'un business. Et d'ailleurs, c'est un peu un leitmotiv. Tout au long du film, on s'intéresse à son orientation. C'est sa dernière année de lycée et Malcolm veut aller dans une université, à Harvard en plus. Et tout le monde ne fait que lui répéter que jamais il pourra y arriver, que lui c'est juste un gamin du ghetto. Et ce sujet récurrent dans le film va lui servir de motivation pour régler son problème avec la dope, et par conséquent, grandir. Tout simplement. Ce que j'ai adoré dans ce film aussi, c'est le fait qu'il parle de la génération internet, et qu'il en parle plutôt bien. Même si les personnages principaux sont montrés comme des losers dès le début du film, jamais on les ridiculise dans la réalisation. Toujours leur culture, celle d'internet, est mise en avant. Jamais on la dévalorise et elle devient une vraie force par la suite. C'est un film jeune et fait pour les jeunes, je pense, dans le sens où c'est bourré de références à cette culture internet. Je veux dire, mettez vos parents devant et mettez à vie qu'ils comprendront pas grand chose. Entre les mèmes, les bitcoins, le deep web, le dark web, je veux dire, même Twitter et Facebook, tout ce que nous, en tout cas ceux de mon âge, ont l'habitude d'entendre parler, de vivre avec, je suis pas sûr que ça touche les moins jeunes. Et finalement, j'aime ça. Je trouve que, voilà, on commence enfin à avoir des bons films sur notre culture à nous. Jusqu'ici, dès qu'on parlait de tout ça dans un film, c'était clairement pour se moquer, et c'était clairement fait par des gens qui n'y comprenaient rien. Il suffit de voir la purge intersidérale qui a été Pixels. Au niveau de la forme, c'est extrêmement coloré, avec une photo très saturée, et pour le coup, c'est pas du tout réaliste. Et le but, c'est pas d'avoir un rendu réaliste, justement. En extrapolant, on se fout que les choses à l'écran soient vraisemblables. Ne serait-ce qu'avec le concept du petit monde présent tout au long du film. Tout le monde connaît tout le monde croise tout le monde tout le temps par hasard. Et c'est pas un mal, au contraire, ça rend l'univers du film bien plus consistant et cohérent. C'est un grand plus pour donner de l'importance à chaque personnage, pour pas qu'on soit perdu. On est dans un film aussi assez stylisé, à mi-chemin entre Scott Pilgrim et 500 jours ensemble. Il est beaucoup moins poussé dans le cassage du quatrième mur, mais il y a quand même de ça un petit peu. La musique est toujours très présente, elle est géniale tout le temps, toujours très pop, et voilà, ça va être le mot de la fin. Dop, c'est pop, regardez-le. Et enfin, dans la catégorie des drames, je conseille Cop Car. Pareil, encore un film que j'aurais pu mettre dans mon top 10 des meilleurs films. Cop Car est réalisé par John Watts, sorti le 7 août aux États-Unis, toujours pas sorti en France, je crois, avec notamment Kevin Bacon en rôle principal. Il y joue un shérif qui égare en quelque sorte sa voiture, deux gamins étant tombés dessus et l'ayant emprunté. En quelque sorte. Avant toute chose, ne vous fiez pas à la bande-annonce, mais genre pas du tout. J'ai vu le film sans avoir vu le trailer, un peu par hasard, et en me renseignant un peu plus sur le bousin après, et j'ai regardé la bande-annonce, et j'ai complètement halluciné. C'est le trailer d'un film d'action. Les gars au marketing ont cru qu'ils vendaient un film d'action. Spoilers? Non, pas du tout! Faut vraiment être débile pour penser que ce film est destiné au public type du cinéma d'action. Vraiment, c'est le meilleur moyen de faire se casser la gueule à ton film. Et au final, ça explique les critiques plutôt mauvaises du film. La moitié des gens se plaignent que le film est long, lent et chiant. Bah ouais les mecs, c'est tout sauf un film d'action. On est dans un style très cohénien. Dès le début, j'ai pas arrêté de penser à No Country for Old Men. Et c'est ça, c'est totalement le même genre de réalisation. Assez lent, avec un forfait bloqué pour les dialogues. D'ailleurs, je crois que le film est produit par la boîte des frères Coen. Je sais plus. Enfin bref. Au niveau de la thématique, Bacon n'est pas vraiment le personnage principal. Même si on le met en avant partout parce que c'est une tête d'affiche et qu'il faut bien vendre le film, c'est beaucoup plus les gamins, les personnages principaux. Et là, pour moi, c'est juste du génie. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si à 10 ans, vous étiez tombé sur une voiture, que ce soit une voiture de flic ou non, peu importe, une voiture abandonnée, les clés sur le contact, avec personne à l'horizon? Ben moi je pense que je me serais amusé un peu avec. Et ce film répond, je pense, parfaitement bien à cette question. Les gamins sont des explorateurs. Au début ils ont peur rien qu'à l'idée de toucher la voiture. Après ils montent dedans, ils voient qu'ils peuvent se déplacer avec, alors au début ils restent dans le champ où ils sont, mais très vite ils finissent sur la route,
ils accélèrent, ils finissent par trouver les armes du flic, ils font joujou avec, c'est dangereux. Et, bref, c'est toujours plus fort, toujours plus loin avec eux. C'est exactement comme ça que fonctionne un gosse. C'est exactement... Voilà. C'est comme ça que moi je fonctionnais quand j'étais gamin, en tout cas. J'ai adoré ce film pour ça. On a tous été explorateurs. C'est en grande partie pour ça que j'adore le film. Il a réussi à me refaire sentir gamin, avec le stress de te faire choper en train de faire une connerie, ou la sensation de liberté totale au volant d'une voiture. Et à côté de ça, on a des passages, comme je disais, très cohéniens, avec Kevin Bacon qui tente de remettre la main sur sa voiture, où il doit absolument pas se faire choper non plus, parce que c'est le shérif, et que le shérif qui paume sa voiture, c'est pas forcément très bien vu, surtout quand tu sais pas qui te l'a prise, ni où est-ce que les voleurs se sont barrés. Enfin voilà, Cop Car est, je trouve, un excellent drame. Foncez le voir, et surtout ne vous fiez pas, mais alors pas du tout, à la bande-annonce.